Bonjour à tous et bienvenue sur Top Santé TV pour cette série spéciale consacrée à la bonne santé de nos oreilles. Après avoir parlé des causes et des conséquences d'une perte d'audition, on va évoquer maintenant les solutions qui existent pour mieux entendre et donc mieux vivre. Ça va ensemble. Nous sommes toujours en compagnie de Catherine Catelin, audioprothésiste labellisée Maître Audio, partenaire de ce programme, bien connue dans sa ville de Mont-de-Marsan et même au-delà puisque ça fait plus de 30 ans maintenant qu'elle accompagne tous ceux qui ont ou qui ont eu une perte d'audition. Bonjour Catherine et bonjour également à Julien Nizard, responsable audiologie chez Stark et France, leader de la santé auditive. Alors on a vu dans l'épisode précédent comment les audioprothésistes pouvaient nous apporter la bonne aide auditive, le bon appareil. Seulement voilà, avec le 100% santé, eh bien, on a parfois du mal à s'y retrouver et c'est pour ça qu'on a besoin de vos lumières, Catherine et Julien. Alors d'abord, comment ça marche, une aide auditive? Comment est-ce que vous l'expliqueriez à quelqu'un qui n'y connaît rien? Alors, une aide auditive, c'est globalement extrêmement simple dans sa conception puisque toutes les aides auditives du monde fonctionnent sur le même principe. C'est-à-dire? C'est un amplificateur. Ça veut dire qu'on a d'abord un microphone qui va capter le son extérieur pour l'emmener au processeur de l'aide auditive. D'accord. Le processeur, donc c'est le cœur, le cerveau de l'aide auditive qui va traiter le son, qui va analyser le son et le corriger par rapport aux besoins du malentendant. Et ensuite, on a un écouteur, une sorte de haut-parleur qui va retransmettre le signal corrigé, amplifié et modifié par l'aide auditive. Et le tout va être alimenté par, on va le voir, une pile ou une batterie. Donc, c'est finalement assez simple comme fonctionnement. Mais comment est-ce que le signal est traité? Comment est-ce que l'environnement est traité? Parce qu'il y a parfois du bruit, en fait. Oui, alors depuis qu'on est arrivé dans l'ère du numérique, donc au début des années 2000, l'industrie de l'audioprothèse, comme beaucoup d'industries, ont eu un premier chamboulement, une première révolution. C'est-à-dire que les aides auditives sont beaucoup plus complètes dans leur fonctionnement aujourd'hui et sont capables d'analyser l'environnement en permanence. Ça veut dire que l'aide auditive, toutes les 6 millisecondes, va analyser l'environnement et s'adapter en conséquence. Ça veut dire que si l'aide auditive reconnaît de la parole, du bruit, du vent, un bruit d'impact par exemple, le traitement de signal va changer et donc va s'adapter selon ce qui a été défini par l'audioprothésiste, selon les besoins du patient. D'accord, alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'appareils auditifs, on en voit pas mal et d'ailleurs vous en avez apporté quelques échantillons, ils sont assez différents. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, Julien ? Oui, bien sûr. Donc, on a globalement 3 familles d'appareils auditifs. On a des appareils auditifs tout petits et discrets qui vont rentrer dans le conduit auditif. Donc, on peut peut-être les montrer, oui. Oui, c'est ce qu'on appelle les intra-auriculaires, donc qui sont faits à la forme de l'oreille, et donc qui rentrent dans l'oreille directement dans le conduit auditif et toute l'électronique est dans l'oreille à ce moment-là. Ok. On a également les micro-contours d'oreille. Donc là, on a la majeure partie de l'électronique qui est derrière l'oreille et dans l'oreille, on a juste la partie écouteur qui est dans le conduit auditif. Donc c'est extrêmement discret également. Et donc ça se positionne comme ceci. Et on a une 3e famille d'appareils auditifs qui sont les contours d'oreille, donc qui vont être destinés en général à des pertes auditives un peu plus importantes. Donc là, c'est des bijoux de technologie finalement. Ça marche avec quoi? Avec des puces, j'imagine? Parce que c'est vrai qu'avec le numérique, les possibilités sont, je ne vais pas dire infinies, mais elles sont aujourd'hui démultipliées. Oui, c'est-à-dire que le cœur de l'appareil auditif, donc qui est dans le boîtier que l'on voit ici, c'est cette partie-là qui permet toutes ces possibilités-là. C'est ce processeur que règle l'audioprothésiste selon l'audition, selon les besoins du patient, et qui va travailler pour donner ce signal extrêmement précis, extrêmement défini aujourd'hui. Et du coup, comment ça se passe quand je veux téléphoner? Est-ce que cet appareil-là, il peut se transformer en écouteur carrément, comme des AirPods, là qu'on voit, ces écouteurs sans fil? Oui, tout à fait. Ça veut dire que dans la plupart des modèles aujourd'hui, comme celui que j'ai entre les mains ici, on a une antenne 2,4 GHz, c'est-à-dire c'est un protocole Bluetooth que l'on connaît bien, et qui permet de se connecter au smartphone type iPhone, type Android, pour recevoir directement les conversations, les coups de téléphone dans les appareils auditifs, ou pour écouter la musique directement dans les appareils auditifs. Donc on n'a pas besoin d'écouteurs, on en a déjà un qui est quasi intégré, quoi. Tout à fait. Ok. Alors évidemment, ces technologies
technologies, vous vous en doutez, elles ont un coût. Et depuis la réforme 100% santé, eh bien, les appareils sont divisés en 2 catégories, classe 1 et classe 2. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Catherine, ce que représentent ces classes? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc le gouvernement a compris l'intérêt que tout le monde entende le mieux possible. C'est un problème de santé publique en même temps. Ah oui, mémoire, risque dépressif et déclin cognitif accéléré. Donc ils ont défini des critères qualitatifs pour élire des appareils au panier de soins. Et ça représente à peu près les milieux de gamme d'avant 2018. Pour la classe 1 ? Voilà. Et donc, ça veut dire que les appareils de classe 1 ne sont pas des appareils bas de gamme, puisqu'il n'y a plus d'appareils bas de gamme en France, mais ce sont des appareils qui ont déjà un très bon niveau technologique, 8 à 12 bandes de réglage, et déjà des phénomènes d'amplification qui permettent, pour dans le calme, un égal résultat, mais les patients sont rarement que dans le calme. D'accord. Cela dit, ça nous a permis de voir arriver des gens qui attendaient une solution financière et qui ont laissé traîner leur surdité trop longtemps. Donc c'est énorme, cette opportunité d'avoir des appareils de qualité, garantis 4 ans, avec une prise en charge qui est un mixte entre la sécurité sociale et les complémentaires qui ont signé le partenariat avec le gouvernement. Alors aujourd'hui, ces appareils de classe 1, ils sont quand même assez minoritaires, de l'ordre de 30%, il me semble. Est-ce que ça veut dire que ces appareils sont moins bien? Alors, ils sont adaptés à des styles de vie plus paisibles, on va dire, des gens qui vivent un peu dans le calme. Mais on voit quand même qu'on a le droit de sortir, même si on a un appareil de classe 1, parce que les réglages sont faits de façon avec des automatismes. Il manque des petites subtilités peut-être au niveau finesse de réglage ou certains automatismes, mais il vaut mieux que les gens soient appareillés plutôt que pas, parce que c'est cette difficulté-là qui est une cause de mauvaise santé morale, mentale, la mémoire, la vie sociale et voilà. Donc franchement, on a vu un taux de ces appareils en panier de soins surprenant. La sécurité sociale elle-même ne s'attendait pas à ce qu'on joue le jeu, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ouais. Alors c'est quoi finalement la différence avec la classe 2? C'est le prix, c'est la technologie, c'est quoi, Julien? Oui, c'est-à-dire que déjà, ce n'est pas le design ou l'esthétique de l'appareil auditif. Donc ça, c'est un classe 2? Je ne sais pas. Ah. L'appareil qu'on a entre les mains, et c'est justement la clé de cette différence classe 1, classe 2, c'est-à-dire qu'esthétiquement, on va avoir le même appareil auditif de l'extérieur. C'est vraiment ce qui va avoir à l'intérieur qui va évoluer, et en premier lieu, l'alimentation. Puisque un appareil auditif, donc, il lui faut de l'énergie pour fonctionner. L'énergie, elle peut être amenée soit par une pile de ce type-là, une pile standard qu'on va changer assez régulièrement, environ 1 fois par semaine en général. Ah oui, quand même. Donc ça fait 2 piles par semaine pour les 2 oreilles. Donc les appareils de classe 1 sont uniquement avec des piles de ce type-là. Alors que les appareils de classe 2 peuvent être rechargeables. Ça veut dire que c'est des petits boîtiers qui ressemblent à ça. Et donc c'est des petits boîtiers dans lesquels on vient mettre l'appareil la nuit. Et quand on le récupère le matin, on a suffisamment d'autonomie pour tenir l'intégralité de la journée. Et donc, on n'a plus à se charger de changer les piles ou d'acheter justement ces piles-là. D'accord. Donc, c'est la première différence notable entre les appareils de classe 1 ou de classe 2. Il y en a d'autres ? Oui, il y en a pas mal d'autres. Et aussi, on va parler de la finesse de réglage. Ça veut dire que plus je monte en gamme, et quand je vais sur un appareil classe 2, je dispose de plus de bandes de réglage. Ça veut dire c'est comme si j'avais un piano sur lequel je rajoutais des touches. Donc, je vais jouer quelque chose de plus mélodieux, avec un peu plus de nuances, quelque chose de plus précis au niveau du signal que recevra le patient. On peut parler également du filtrage des bruits, par exemple pour les bruits de vent, pour les bruits de voiture, donc de ce type de bruit parasite. Un appareil de classe 2 va davantage les filtrer qu'un appareil de classe 1. Ça veut dire que l'écoute, elle est plus fine sur ces appareils de classe 2. Je peux à la fois entendre des gens qui parlent, je peux à la fois entendre des bruits, je sais pas moi, le chant des oiseaux par exemple. Oui, c'est-à-dire prenons l'exemple typique du restaurant par exemple. Sur un appareil classe 2, j'aurai un traitement de signal pour filtrer les bruits qui sera plus évolué. À ce moment-là, la parole sera davantage mise en évidence sur un classe 2 que sur un classe 1. Et pour la musique aussi ?
Oui, ça veut dire qu'un appareil auditif a été conçu à la base pour la parole. Ouais, c'est uniquement. C'est son objectif premier. On veut mieux comprendre. Donc ça veut dire qu'on veut mettre en évidence les sonorités de la parole, les voix humaines, et donc tout a été conçu autour de la parole, ce qui peut donner un résultat pas extraordinaire pour l'écoute de la musique, puisque on a c'est que un musique champ. et parole, quoi. Voilà, on a un champ très réduit du morceau qu'on est en train d'écouter. Et donc dans les appareils de classe 2, on a mis en place un processeur spécifique pour la musique également, qui accompagne le processeur pour la parole. Et à ce moment-là, je peux bénéficier d'une vraie bonne qualité sonore pour la musique sur un appareil de classe 2. Ok. Ces appareils de classe 2, là, est-ce qu'ils sont standards ou alors est-ce qu'il faut les personnaliser? On fait du sur-mesure aujourd'hui, Catherine? On fait du sur-mesure parce que, par exemple, ces 2 patients sont venus... Attendez, c'est 2 patients, c'est quoi ça? Excusez-moi. Ce sont des formes d'oreilles, c'est des moulages d'oreilles. D'accord. Donc, ce monsieur... Là, c'est une oreille, ça? Ça, c'est une oreille. Ok. C'est à peu près le creux. Attendez, montrez bien votre oreille, là. Voilà. Ok. C'est à peu près on remplit l'oreille de pâte et on a la forme du conduit auditif. Et c'est à l'intérieur de ce conduit auditif qu'on va savoir si on peut placer le micro, l'écouteur, la coque, l'amplificateur et faire un appareil peut-être très très petit à l'intérieur de l'oreille. Mais parfois, les gens, ils auraient bien envie d'un appareil très très petit et puis on se rend compte que le conduit auditif, il est très fin et là, on n'aura pas la place de mettre l'électronique à l'intérieur. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas bénéficier de ce genre de technologie, c'est ça? Et non. Voilà. Donc, il peut y avoir un lien par rapport à l'audition, mais il faut aussi tenir compte de l'anatomie de l'oreille ou de la capacité de manipulation ou des objectifs, des priorités. Qu'est-ce qu'on veut au niveau autonomie, risque de panne ou de besoin d'entretien quand il y a une partie électronique qui est dans l'oreille. Donc ça, c'est vraiment pour du sur-mesure et pour un service finalement aux patients pour qu'il ait une qualité de vie la meilleure possible. C'est ça, parce qu'un appareil auditif, il ne suffit pas de l'acheter, il faut s'y habituer et il faut veiller à l'entretien. Et l'audioprothésiste est responsable du contrôle d'efficacité immédiat et permanent. Ouais, parce qu'il faut qu'on écoute, bien sûr, mais qu'il faut soit bien avec. Merci beaucoup Catherine, merci également à Julien. Ainsi s'achève l'épisode 2 de notre série Mieux entendre pour mieux vivre. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les appareils auditifs, classe 1, classe 2, connectés, remboursés ou pas. En attendant, dans notre prochain épisode, nous reviendrons sur l'utilisation de son aide auditive au quotidien, comment s'en servir, comment l'entretenir aussi. Réponse sur Top Santé TV. Je vous souhaite une excellente journée à tous.